Première Moisson est fière de participer à la réalisation de cette émission. Première Moisson, l'art du vrai. Les Moulins de Soulanges sont fiers de participer à la réalisation de cette émission. Les Moulins de Soulanges, notre travail commence là où nos produits sont cultivés. Bonjour, le pain blanc tranché existe encore. Mais au Québec, le secteur de la boulangerie s'est véritablement diversifié. Le pain s'annonce comme une nouvelle tendance alimentaire. Bienvenue à la vie agricole. Certaines compagnies comme les Moulins de Soulanges et Première Moisson ont été pionnières dans l'offre diversifiée dans le secteur du pain. Aujourd'hui, sur nos tablettes, le choix est extrêmement varié. Guy Duval échange avec Laurent Gaudret de Première Moisson. Par la suite, Robert Boschman, minotier, nous rejoint dans la section Échange. Il n'est peut-être pas exagéré d'affirmer que l'assise principale de la civilisation occidentale repose sur le pain. Mais pour faire du pain, il faut de la farine. Et ce ne sont pas toutes les farines qui se valent. Et étrangement, le type de farine cultivée au Québec obéit autant à des considérations historiques que géographiques. Puis il faut aussi comprendre, certains diraient dompter, l'ingrédient essentiel à la boulangerie artisanale, le levain, sorte d'ingrédient un peu mystique et résolument capricieux. Et depuis 2011, c'est Laurent Gaudret qui est en charge du levain pour Première Moisson. Pionnière de la boulangerie artisanale au Québec et véritable moteur de l'ennoblissement d'une technique agroalimentaire jusqu'alors identifiée à l'image glorifiée de la France. Laurent Gaudret, vous êtes boulanger et directeur des opérations de Première Moisson. Lorsqu'on pense à Première Moisson, on pense à pain. Mais lorsqu'on fait le tour de la boulangerie ici à Québec, on voit qu'il y a du prêt à manger. Pourriez-vous nous faire un peu l'historique et la mission de Première Moisson? Oui, alors Première Moisson, à la base, c'était vraiment une boulangerie. La famille fondatrice qui a créé ça en 92 avait mis vraiment le pain au cœur de son modèle d'affaires. Puis au fil du temps, c'était en 92, donc il y a 28 ans maintenant, ils ont greffé la tarterie, la viennoiserie, le prêt-à-manger, l'épicerie fine. Mais à la base, quand même, le cœur de ce modèle d'affaires, était basé sur le pain. On parle d'agriculture raisonnée. Vous faites votre pain avec ce blé-là. Pouvez-vous nous parler qu'est-ce que c'est de l'agriculture raisonnée par rapport à de l'agriculture biologique? Alors, l'agriculture raisonnée, c'est vraiment intéressant pour nous. S'il faudrait le présenter succinctement, il existe plusieurs méthodes d'agriculture, ce qu'on appelle le conventionnel ou le traditionnel, qui est un peu l'agriculture qui va utiliser des pesticides, qui va utiliser des herbicides, qui va utiliser le nitrate dans sa production agricole. Puis à l'autre extrême, on a le biologique, donc qui est complètement à l'inverse, qui sert en fin de compte du mixage des plantes, de la rotation des cultures et tout ça pour permettre au blé de croître, de naître ou autre. L'agriculture raisonnée, en fin de compte, il est au milieu. Ça veut dire que ça permet à des champs qui sont présentement conventionnels, parce qu'il faut un laps de temps entre le moment où il devient conventionnel vers le bio. La transition vers le bio, c'est quand même un grand écart. C'est un grand écart pour l'agriculteur en termes de production, mais en termes aussi de connaissances. Il faut qu'il s'attache à des spécialistes, à des agronomes et tout ça pour aller vers le bio. Et puis la culture raisonnée, elle est au milieu. Ça veut dire qu'elle dépend d'un cahier des charges au niveau des engrais, au niveau des produits phytosanitaires et tout ça. Il y a un cahier des charges très strict à respecter. On est sur la transition entre le conventionnel et le bio. Alors, ce que je comprends, depuis 20 ans, il y a une évolution importante au niveau du pain, les sortes de pain, les variétés, le blé même. Oui, alors évidemment parce que on associe le blé forcément au pain.
Et puis, première moisson, quand elle a commencé, elle a commencé avec des farines. En 92, elle faisait venir de l'Ouest canadien, possiblement elle en faisait venir d'Europe ou autre. Et puis en 2007, il y a eu un vrai projet. La famille fondatrice, en fin de compte, a décidé de créer un partenariat pour créer les moulins de Soulanges qui sont à Saint-Polycarpe, afin de pouvoir bénéficier des blés québécois cultivés dans des bonnes conditions, donc l'agriculture raisonnée. À l'époque, il n'existait pas, ça a été labellisé entre-temps, mais pour utiliser des blés d'ici, des blés sains, des blés locaux, afin de répondre en fin de compte à nos critères. Première moisson, depuis le départ, on veut des produits santé, on veut des produits locaux, on veut des produits avec des bonnes saveurs et tout ça. Et en fin de compte, il fallait que ça faisait partie de son histoire à Première moisson de trouver une solution pour remettre du blé panifiable au Québec. Et à l'époque, donc Robert Boschman et Madame Colpron et ses enfants ont dit il faut qu'on arrive à produire du pain, notre boulangerie qui est québécoise, avec des blés d'ici. Donc, les moulins de Soulanges, c'est plus qu'un fournisseur, c'est un partenaire. Ah, totalement. Nous, on ne les a jamais considérés. D'ailleurs, la famille Colpron-Fizet, fondatrice de Première Moisson, a créé les moulins de Soulanges avec Robert Boschman à l'époque. C'était pour avoir une vision filière. Quand on a une vision filière, en fin de compte, on n'est pas un boulanger où on nous apporte un sac à farine en disant fais-moi du pain avec ça. Toute la démarche de Première Moisson, c'était de se dire, puisque on veut se rapprocher de la terre, en fin de compte. Le boulanger a besoin de se rapprocher de la terre, comme le producteur agricole. Des fois, moi, j'aurais tendance à dire, il ne cultive pas du blé, mais il cultive du pain. Il faut qu'on ait cette notion de proximité entre eux et nous, donc de s'écouter, de s'entendre. Et en fin de compte, toute la démarche, c'est de se dire, nous, tous les ans, on travaille avec les moulins de Soulanges pour confectionner notre farine qui va durer pendant 1 an. Ça veut dire qu'on va mettre une variété cultivée dans le nord, dans les Laurentides, versus une dans le Bas-Saint-Laurent, parce que par rapport à des caractéristiques, chaque variété va nous apporter le pain que l'on souhaite, la baguette que l'on souhaite proposer à notre consommateur. On est en période de pandémie actuellement, on parle beaucoup d'achat local. Quel impact que la pandémie a eu sur vos boulangeries? Alors oui, effectivement, la Covid a eu un impact assez important sur l'ensemble de la boulangerie. Et au niveau de Première Moisson, il y a quelque chose quand même, ça a réveillé quelque chose. Déjà, on a été considéré comme un commerce essentiel. Moi, en tant que boulanger, c'est venu me chercher parce que ça nous ramenait au passé. Le pain, c'est un produit de première nécessité depuis qu'on soit un peu partout sur la planète, qu'on soit en France, qu'on soit au Québec, mais qu'on soit dans n'importe quel pays du monde. Le pain, c'est une valeur sûre, c'est une valeur essentielle. Au cœur des crises, on remet le pain sur la table. Les gens se sont repassionnés sur le pain. On a trouvé ça fascinant chez Première Moisson. On s'est mis à vendre de la farine, on s'est mis à vendre de la levure. Les gens, ils ont fait du pain chez eux. Donc, Covid a évidemment eu des impacts négatifs, mais ça a réveillé, je crois, moi, toute une vérité sur le pain. On oublie que le pain, mes parents, mes arrière-grands-parents, toutes nos générations, le pain, c'était sacré. Et le pain, il faut qu'il reste sacré. Et dans une période de crise, il redevient sacré. Donc, c'est passionnant. Laurent Gaudray, directeur des opérations Première Moisson, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci. Alors, bonjour Robert Boschman. On est heureux de vous rencontrer parce que le thème d'aujourd'hui, notre épisode, concerne la nouvelle tendance alimentaire. Et on a choisi dans la nouvelle tendance alimentaire de parler à nos téléspectateurs du pain. Parce que le pain au Québec est très diversifié. On le voit dans certaines boulangeries, notamment chez Première Moisson. Mais j'aimerais ça qu'on vienne un petit peu au début de la chaîne, tout à l'heure, nous expliquer comment on fait du pain diversifié, pourquoi il y a ce pain diversifié au Québec. Mais dans le tout premier temps, j'aimerais ça que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est les moulins de Soulanges et comment vous vous êtes impliqué dans la fabrication de la farine. L'historique de Moulins de Soulanges, c'est une histoire qui a démarré en 2005. Moi, ça fait quand même depuis 1980 que je suis dans le métier de la farine. J'ai commencé en agriculture à cultiver du blé et
On a développé un moulin pour notre production de farine biologique, la milanaise. En 2005, on commence à avoir un essoufflement dans le développement de la production biologique qui nous approvisionnait ici au Québec. Donc, on a examiné les problématiques se situaient beaucoup au niveau de comment gérer la transition vers le biologique. Les cahiers de charges réglementaires, tant au Canada qu'au Québec, exigeaient une période de transition de 3 ans. Et durant ces 3 années-là de transition où l'agriculteur cessait d'utiliser des produits de synthèse, engrais et pesticides, bien souvent, il y avait une chute de rendement et il n'y avait pas de marché pendant ces 3 années-là. Donc, c'était vraiment un frein au développement de la production bio. Donc, on y a vu une opportunité tant à la fois pour augmenter dans le temps les superficies en production biologique que de trouver une façon d'améliorer le bilan environnemental de l'agriculture en visant non pas de tout éliminer, mais de commencer à travailler sur un travail un petit peu plus pédagogique avec les agriculteurs sur comment faire. Mais quand vous avez initié les moulins de soulage, dans le biologique, vous étiez un précurseur, en fait. Oui. C'était pas quelque chose de très, très présent dans le monde agricole. Mais précurseur, c'est toujours, ça m'amuse toujours parce que dans les années 80, j'étais un illuminé. En 2020, maintenant, je suis devenu un visionnaire. Entre illuminé et visionnaire, il semble qu'il y a juste 40 ans, parce que selon moi, je suis toujours aussi illuminé. Enfin, je voyais les choses différentes au point de vue de notre régie agronomique, de comment on pouvait conduire l'agriculture. Et ça nous a amené à des réflexions autant au niveau des variétés que sur le fait que depuis pratiquement les années 50, qu'on s'était convaincu au Québec que le Québec ne pouvait produire des blés de consommation humaine, qu'on avait les meilleurs blés au monde venaient de l'Ouest canadien et qu'ici, si on produisait du blé, c'était pour le bétail, qu'il n'y avait aucun intérêt à produire du blé. Ça piquait quand même mon instinct de vouloir réapproprier ces cultures-là parce que je savais pertinemment que tout au long des années 1700-1800, le Québec était un exportateur de blé vers l'Angleterre. On avait parmi les meilleurs blés dans toute la vallée du Saint-Laurent. Et donc, quand je lisais ces rapports historiques-là et les expériences qu'on avait développées en production bio me montraient qu'il y avait un sacré potentiel. C'est juste qu'on n'avait pas fait suivre l'agronomie en parallèle avec les besoins, avec la demande. Yann, quelle est la perception de cette compagnie Les Moulins de Soulanges que tu as eue au fil du temps? Parce que les années 80, tu as connu ça aussi dans le monde agricole. Tu étais déjà dans le monde agricole dans les années 80. Est-ce que réellement, Robert Boschman était un illuminé à cette époque? Oh, ben, à des années 80, moi, je me rappelle, j'étais encore étudiant, jeune étudiant à l'Université Laval en agronomie. Effectivement, à cette époque-là, se lancer en affaires dans le bio, ça a relevé beaucoup plus de l'illumination que de la vision. Aujourd'hui, effectivement, ces gens-là sont aperçus que c'est... Ben, peut-être c'était pas rien que des illuminés, il y avait des gens qui avaient une vision puis qui avaient une vision du développement durable. Aujourd'hui, c'est facile à dire, mais à l'époque où c'est que M. Beauchemin est parti, c'était pas dans l'air du temps du tout. Puis je pense que les embûches ont dû être assez nombreuses au départ. Au moment même où on a lancé Moulin de Soulanges, en 2000, on a ouvert le moulin en 2017. Il faut se rappeler qu'en 2017, ouvrir un moulin avec une spécialité de blé du Québec, au même moment où on venait d'adopter une agence de vente pour le blé où tout le blé devait être canalisé via cette agence de vente-là. Un canal unique, bien, ça faisait comme une certaine contrainte. Nous, on visait à travailler avec les agriculteurs à développer des produits adaptés au sol, à la région, à nos besoins aussi, de concilier ces enjeux-là. Bon, on arrivait à un même moment où on essayait de tout focusser, de tout concentrer dans un canal unique. Donc, on a dû avoir beaucoup de discussions avec l'UPA. On a eu beaucoup de discussions, évidemment, avec le ministère de l'Agriculture. On nous voyait à ce moment-là en disant, bof, c'est un projet de 500 tonnes, ça va probablement nous donner bonne presse par rapport à tout le monde qui accuse l'UPA d'être centralisateur. Donc, on va leur donner une permission spéciale à l'intérieur de l'agence de vente. De cette perception de 500 tonnes-là, bien, on est passé maintenant à 50 000 tonnes. Et avec surtout un renouveau de la connaissance de l'agronomie du blé, du potentiel qu'on a ici au Québec de cultiver de blé d'excellente qualité et avec des produits qui se démarquent.
Alors, M. Boschman, on aimerait ça profiter de votre présence pour parler, en fait, du type de consommation qu'on peut avoir ici en Amérique du Nord versus l'Europe. On voudrait comprendre comment on est passé, comment le consommateur nord-américain est passé de la tranche de pain blanc à cette diversité. On se rappelle que dans les années 80, je crois qu'il y avait 4 boulangeries qui approvisionnaient à peu près 95 du marché du pain. Il y avait une concentration qui avait été assez phénoménale des années 60 jusque vers 85. Et on a vu apparaître sur le plateau Mont-Royal, on peut en sourire maintenant, mais les premiers boulangers artisans qui venaient bien souvent étudiants en philosophie ou en sciences religieuses, qui s'improvisaient boulangers et qui développaient des produits assez uniques en termes de comment fermenter, de comment apprivoiser une clientèle très urbaine. Et en région aussi, les artisans ayant bien souvent été formés dans des boulangers artisans à Montréal, se sont essaimés vers la banlieue, vers les régions. Donc, on a vu tout ce mouvement-là dans les années 90 pour arriver dans les années 2000 où on a senti vraiment une culture de pain se développer au même moment où les autres produits artisans ici au Québec, comme le fromage, comme le vin maintenant, ont connu leurs heures de gloire avec une créativité, une offre qui est variée, qui est extrêmement variée et qui faisait appel à la fois au savoir des boulangers français qui sont venus ici au Québec avec une rigueur, une formation, qui s'est cloné avec les boulangers du Québec qui, n'ayant pas nécessairement une formation en boulanger, mais qui étaient extrêmement créatifs. On a développé une nouvelle race de boulangers, artisans et même d'industriels qui ont une vision du pain qui est tout à fait éclatée. À partir des années 90, ce qu'on a vu ici au Québec s'est développé aussi en France, donc une offre de plus en plus variée. Et la mixité et le communautarisme en France aussi a amené un petit peu plus de diversité sur les tablettes, mais ici, ça s'est passé rapidement, ça s'est passé parce qu'on avait un public consommateur extrêmement curieux de nouveaux produits, toujours à l'affût d'essayer des nouvelles céréales, des nouveaux mélanges de farine et avec des conduites de fermentation extrêmement variées. Ce qui fait qu'on arrive dans une boulangerie artisanale ici au Québec, bien, il n'y a pas que 3 pains, il y en a à peu près 40. Il y en a pour tout le monde. La différence, je pense, qu'il faut faire avec la France, là, c'est que la France, il y avait une tradition boulangère, il y avait une infrastructure, il y avait pas rien qu'une filière, il y avait des filières autour du pain là, qui étaient bien établies. Trouver de l'expertise boulangère en France, là, il y a des écoles, il y a tout. Québec, là, ça a été une révolution. Là. Ce que M. Beauchemin fait, puis l'histoire qui compte, là, je le trouve un peu modeste, là, mais c'est vraiment, là, c'est de partir de rien, puis même, je dirais même c'est pas rien, c'est même moins quelque chose, puis de voir la variété en 20 ans, pratiquement? Oui. Pratiquement en 20 ans, il y a toute une filière qui s'est bâtie. C'est pas rien que des boulangers, c'est au niveau du blé. Pour avoir été moi-même en nutrition animale, dans le secteur animal, on pestait même contre le blé animal qu'on considérait comme une cochonnerie. Du blé au Québec, là, tout le monde avait peur de se faire livrer du blé du Québec il y a 20 ans. Là, tout le monde tremblait. C'était de la cochonnerie. On n'est plus là aujourd'hui. Oui, et on a appris là-dedans à jouer un nouveau rôle parce que tout le développement de la génétique sur les blés, sur les céréales, ici au Québec, on partait de 2 principes qu'il fallait que les nouvelles variétés qu'on souhaitait, l'orientation qu'on voulait donner, c'était résistance aux maladies et augmentation du rendement. Et nulle part dans ces échanges-là ou dans ce développement agronomique-là, est-ce qu'on considérait, est-ce que le client, c'est le produit qu'il veut? Donc, nous, notre effort... Le consommateur était un peu oublié là. Bien, vu qu'on faisait pas, on n'avait pas l'habitude de créer des blés pour la consommation humaine, on l'envoyait à l'animal, c'est tout. C'était une filière qui était limitée. En fait, j'aimerais ça qu'on approfondisse un élément pour les consommateurs, les téléspectateurs, qui voient, comme nous tous, en fait, des pains de qualité diversifiés sur nos étals des boulangeries. Mais on n'a pas conscience, en fait, que pour arriver à ces pains-là, ça prend des farines spéciales. Et on n'a même pas conscience que ça prend des blés différents. Comment on crée ces pains-là depuis le début de la chaîne, depuis le blé, en fait? Il faut comprendre comment l'industrie de la minoterie s'est développée ici en Amérique du Nord.
où, dû à la proximité et tout ça, les moulins sont devenus des grandes entités multinationales, où on avait des lieux de production massive. On parle de 1000 tonnes jour et tout ça. Donc, le produit qui approvisionnait toute la chaîne logistique d'une entreprise comme ça, bien, c'est que tu rentres 10 000 tonnes par semaine de blé, de un blé, et tu vas faire une panoplie de farine avec le même blé, soit dans le processus de mouture ou soit en ajoutant des améliorants, des enzymes pour avoir des comportements qui vont se distinguer. Donc, avec un blé, on peut faire parfois 10, 12 types de farine avec des fractionnements de farine. L'approche qu'on a développée, nous autres, en travaillant avec des plus petits producteurs ici, c'est de voir comment est-ce qu'on pouvait lire le blé, comment on pouvait interpréter et même orienter ces blés-là. Donc, on a travaillé sur de la génétique et sur l'adaptation à certaines régions, des régions comme dans le nord, l'Abitibi, le Saguenay, le bas du fleuve, qui nous amènent avec une saison plus d'ensoleillement, une saison plus courte, des nuits plus fraîches, des blés de force, des blés qui ressemblent beaucoup aux blés de Saskatchewan. Dans la région de la plaine du Saint-Laurent, on arrive avec des blés qui amènent plus de souplesse à la pâte. Donc, si on va vers de la baguette, si on va vers d'autres types de produits, on veut faire un alliage dans notre processus de mélanger des caractéristiques de force, de croûte, d'arôme, de couleur, de pouvoir fermentaire, un peu comme d'une approche de cafétéria où, pour tel client, on va prendre 20 de tel blé avec 40 de tel blé. Donc, on va faire de l'assemblage de blé en fonction du besoin du client, de sa façon de fermenter. Est-ce qu'il fermente 3 heures, 12 heures ou est-ce qu'il fermente 30 minutes? Donc, on va adapter nos recettes et on va conduire notre développement agronomique en fonction des besoins qu'on perçoit. Il faut comprendre aussi notre tradition boulangère ici au Canada. Quand on dit le Canada avait les meilleurs blés au monde, c'est que même les Français, les Allemands, tout le monde en achetait un petit peu pour corriger les défauts. Mais on utilisait rarement, à part en Angleterre, les blés canadiens à 100 %. On venait simplement s'en servir comme correcteur. Arrive ici au Québec une nouvelle culture de pain qui est basée non pas sur le pain de mie, le pain blanc tranché, mais en France, on parle le pain croustillant, la miche, la baguette, tous ces pains-là, la viennoiserie, qui demandent une fermentation totalement différente, qui demandent une mâche moins caoutchouteuse. Bien, évidemment, on n'avait pas les blés spécifiques à ces produits-là. Les boulangers essayaient de faire de la baguette avec des blés de l'Ouest canadien, mais l'élasticité était trop grande. Ce qui nous a amené, nous, à revoir un petit peu l'offre de blé, c'était justement pour mieux répondre à ces besoins-là que les boulangers français qui arrivaient ici au Canada nous disaient il y a trop de tension, c'est pas assez souple, donc on a orienté le développement de la génétique. Donc, on amène l'industrie ailleurs. Vous amenez l'industrie ailleurs, et d'ailleurs, parce que la perception du consommateur moyen, quand on lui parle de grande culture, la vision première qu'il a, c'est justement les champs de maïs qu'on voit partout, donc la grande culture pour alimenter le bétail. Mais on apprend en fait que les producteurs de grande culture ont aussi le souci du produit final, en fait. Oui, mais il faut voir que c'est une filière, la filière des céréales, qui est plus éloignée du consommateur final. C'est pas comme aller s'acheter des pommes chez le pommiculteur ou aller s'acheter des légumes ou avoir un panier. Je pense que c'est un petit peu normal que le consommateur voit ça d'assez loin, la production blé, et bien souvent une image négative voyant les pesticides. Mais les efforts qui se font sont quand même assez impressionnant ici au Québec, comment on est passé dans quasiment dans les années 90, où il y avait comme un blocage, les agriculteurs se sentaient comme quasiment attaqués par les environnementalistes. Et maintenant, on voit comme un petit peu plus de compréhension du milieu agricole, de comment on peut faire avancer l'ensemble du secteur vers une optimisation de la production et de l'agronomie. C'est un très bel exemple de développement durable, particulièrement en agriculture. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que, d'abord, c'est de voir qu'il y a un besoin de consommateurs, il y a une industrie qui a développé avec nos terres, avec les terres qui sont là, on ne peut pas les changer, ils sont là. Donc, ils ont appris à faire du blé en fonction de ces terres-là. Et le blé, le fait que les producteurs peuvent avoir accès à une culture puis vendre leur récolte, bien, ça permet de faire des rotations. Parce qu'en agriculture, tu ne peux pas faire maïs sur maïs sur maïs sur maïs.
Alors, dans les années 80, il a été introduit le soya, mais même le soya, il n'y a pas assez de diversité. Alors, le fait d'introduire du blé dans les rotations pour les grandes cultures, on vient d'améliorer là, de beaucoup la qualité des sols. Le blé est une excellente rotation. Pourquoi? Parce que c'est une espèce qui est différente du maïs, une espèce différente du soya. Puis si on rajoute avec ça des pâturages, on a un système agricole là, très durable. Là. Dès que tu mets du blé dans une rotation, bien, tu fais disparaître un certain nombre de mauvaises herbes, que tu n'as pas besoin d'utiliser des pesticides peut-être quand parce qu'elles vont disparaître. Le fait de changer d'espèce, d'avoir une culture avec beaucoup d'espèces différentes, c'est la solution. Là. Donc, en plus d'avoir une variété de pain et une qualité de produit, les terres agricoles s'en portent mieux parce que le sol... Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et à la fois, le consommateur s'y retrouve avec une qualité de pain qu'il apprécie d'autant plus qu'il y a une valeur environnementale dans le pain qu'il achète. Si les générations montantes le demandent, l'exigent de plus en plus, et ça force les agriculteurs à se questionner un petit peu sur leurs pratiques. Est-ce qu'il y a des maladies dans les céréales parce qu'il manque de pesticides? C'est le même raisonnement que de dire « j'ai mal à la tête parce que je manque d'aspirine ». Messieurs, merci. Comme vous le constatez, pour faire du bon pain, ça prend des boulangers connaisseurs, mais aussi des farines faites à base de blé de qualité. Preuve est faite que la qualité du champ à l'assiette est une maxime à respecter pour les aliments. Et dans ce domaine au Québec, le pain se défend bien. Merci et au plaisir. Première Moisson est fière de participer à la réalisation de cette émission. Première Moisson, l'art du vrai. Les Moulins de Soulanges sont fiers de participer à la réalisation de cette émission. Les Moulins de Soulanges, notre travail commence là où nos produits sont cultivés.